You're getting paid all right. Come with Imperial Commandant who had a big collection of A lot more than the bounty on that end. Well, that's our missing ace of staves. Not a lot to go on. What's the play? They've agreed to lead us to him. What's in it for them? We only surviving here, finally. So, this is what we need you to do. You don't want to. May as well. Now.
Dans la galaxie Star Wars, il y a des héros qui arrivent avec une prophétie, une armée, un sabre laser ou un nom déjà gravé dans la légende. Et puis il y a Din Djarin, un homme presque toujours caché derrière un casque. Un chasseur de primes qui parle peu, qui négocie comme s'il pesait chaque mot, qui avance dans le danger avec une précision froide. Mais qui, depuis sa rencontre avec Grogu, n'a jamais vraiment pu redevenir l'homme solitaire qu'il croyait être. C'est là que Star Wars, The Mandalorian and Grogu trouve son vrai point de départ. Pas dans une grande déclaration politique. Pas dans une menace galactique expliquée comme une leçon d'histoire. Le film revient à une idée très simple, presque intime. Quand un guerrier apprend à protéger un enfant, il finit par transmettre beaucoup plus que des techniques de survie. Il transmet une façon d'habiter le monde. Et dans une galaxie encore couverte de cicatrices, cette transmission devient dangereuse. L'Empire est tombé, oui, mais Star Wars sait très bien qu'une chute ne veut pas dire une disparition. Après une guerre, les uniformes peuvent changer, les symboles peuvent brûler, les discours peuvent promettre une ère nouvelle. Et pourtant, dans les zones mal surveillées, dans les bases isolées, dans les routes commerciales oubliées, les anciens monstres continuent de respirer. La Nouvelle République tente de protéger ce que la rébellion a gagné. Elle veut ramener de l'ordre, défendre des mondes, empêcher les restes impériaux de se rassembler. Mais ce nouvel ordre a un problème. Il a besoin de gens capables d'agir là où ces institutions sont trop lentes, trop visibles ou trop fragiles. C'est exactement le genre d'espace où Din Djarin existe. Il n'est pas sénateur. Il ne cherche pas à devenir symbole. Il n'a pas besoin qu'une foule l'applaudisse. Depuis le début de son parcours, il fonctionne mieux dans les marges. Une mission, une cible, un vaisseau, un contrat, puis le silence. Sauf qu'à présent, il n'est plus seul dans ce silence. Grogu est là. Et cette présence change tout. Grogu, en apparence, pourrait encore être pris pour une créature fragile. Sa taille trompe le regard. Sa manière de bouger, sa curiosité, ses gestes presque enfantins, tout pousse les autres à le sous-estimer. Mais le film utilise cette erreur à son avantage. Grogu n'est plus seulement celui qu'on transporte, qu'on cache, qu'on sauve au dernier moment. Il observe, il apprend, il réagit, il sent le danger autrement. Et surtout, il commence à comprendre que sauver quelqu'un ne veut pas toujours dire attaquer plus vite que l'ennemi. Parfois, cela veut dire rester, choisir, refuser l'abandon quand toute la logique du danger pousse à fuir. Entre Din et Grogu, il y a donc un lien qui ne ressemble plus à une simple protection. Le mot apprenti devient important parce qu'il met Grogu dans un mouvement. Il ne suit pas seulement le Mandalorien comme un enfant attaché à son gardien. Il absorbe une discipline, une manière d'entrer dans une pièce, une façon de jauger une menace. Il apprend le poids d'une armure sans la porter encore comme Din. Et Din, lui, apprend quelque chose de plus difficile pour un guerrier. Il doit préparer Grogu à survivre dans un monde où il ne pourra pas toujours être devant lui. C'est une pression discrète, mais elle donne au film son cœur. Car lorsqu'un parent, ou une figure de parent, apprend à un enfant à se défendre, il y a toujours une peur cachée derrière le geste. La peur du jour où l'enfant devra se débrouiller sans vous. Din ne le dit pas avec de grands discours. Ce n'est pas sa façon d'exister. Mais chaque décision qu'il prend autour de Grogu porte cette inquiétude. Il faut protéger maintenant, mais former pour plus tard. Il faut l'empêcher de souffrir, mais ne pas l'empêcher de devenir courageux. Il faut être le bouclier, sans transformer l'enfant en prisonnier de ce bouclier. Et c'est là que la mission confiée par la Nouvelle République prend une forme plus intéressante qu'un simple travail de mercenaire. Coronel Ward entre dans cette histoire comme une figure de l'après-guerre. Elle appartient à cette génération qui a combattu l'Empire, qui connaît le prix de la victoire et qui n'a pas la naïveté de croire que les vaincus disparaissent gentiment dans l'ombre. Elle n'a pas besoin d'un héros romantique. Elle a besoin de quelqu'un d'efficace. Quelqu'un qui peut approcher des zones troubles, sans faire trembler toute la diplomatie de la Nouvelle République. Din Djarin correspond parfaitement à cette demande, justement parce qu'il reste à distance des institutions.
La Nouvelle République peut l'utiliser comme un outil, mais lui-même refuse d'être avalé par elle. Il garde cette position ambiguë, proche assez pour accepter une mission, extérieur assez pour ne pas se laisser réduire à un soldat. Cette ambiguïté nourrit le film dès les premières étapes. Dean travaille pour une cause qui dépasse un simple paiement, mais il ne veut pas devenir le visage officiel de cette cause. Et quand Grogu est à ses côtés, chaque contrat devient plus qu'un contrat. Le danger n'est plus seulement « est-ce que Dean peut survivre ?» mais qu'est-ce que Grogu va apprendre en le regardant survivre? La cible de cette nouvelle mission mène le film vers un territoire très ancien de Star Wars, les Hutts. Le nom seul suffit à réveiller une mémoire. Jabba le Hutt n'est plus là, mais son ombre continue de peser sur la galaxie criminelle. Dans Star Wars, les familles puissantes ne disparaissent jamais proprement. Elles laissent des héritages, des cousins, des dettes, des rancunes, des palais, des bêtes, des gardes, des marchés cachés. Et surtout, elles laissent une question. Que devient un enfant né sous un nom monstrueux? Rota le Hutt est cette question. Pour beaucoup de spectateurs, Rota ramène un souvenir précis. Le fils de Jabba, aperçu bien plus jeune dans l'univers animé. Mais le film ne le ramène pas comme une simple référence destinée aux fans attentifs. Il revient transformé, plus âgé, plus physique, plus marqué par un monde où les Hutts ne sont pas seulement des criminels assis sur des trônes, mais des créatures capables d'être utilisées, manipulées, exposées et enfermées dans un spectacle violent. Ce choix est important, parce qu'il déplace immédiatement notre regard. Avec un Hutt, le réflexe du spectateur est de s'attendre à la corruption, au chantage, à la gourmandise de pouvoir, à l'héritage de Jabba. Mais Rota n'est pas seulement une répétition de son père. Le film le place dans une situation où son nom est un piège autant qu'un privilège. Être le fils de Jabba peut donner de la valeur politique, mais cela peut aussi faire de vous une monnaie d'échange. La mission semble d'abord claire. Retrouver Rota, le ramener, obtenir en retour des informations utiles à la Nouvelle République. Mais dès que les Hutts entrent dans une histoire, rien n'est jamais complètement propre. Un accord peut cacher une menace. Une promesse peut être un hameçon. Une demande de sauvetage peut devenir une manipulation à plusieurs niveaux. Dean le sait. Son expérience lui a appris que les contrats les plus simples sont souvent ceux qui cachent le plus dedans. Et pourtant, il avance. Le détail du nouveau Razor Crest ajoute une couche presque émotionnelle à ce mouvement. Dans The Mandalorian, le Razor Crest n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une maison de métal, un outil de travail, une coquille mobile, un lieu où la relation entre Dean et Grogu avait pris forme. Sa destruction avait laissé un vide dans l'imaginaire de la série, parce que ce vaisseau représentait la vie d'avant, puis la vie transformée par l'enfant. Alors, quand le film remet cette idée sur la table, il ne s'agit pas uniquement de nostalgie. C'est une manière de dire que Dean et Grogu reprennent la route, mais pas exactement comme avant. Le vaisseau peut rappeler le passé, la silhouette peut réveiller la mémoire, mais les passagers ont changé. Dean n'est plus le chasseur de primes qui découvre malgré lui une petite créature à protéger. Grogu n'est plus l'enfant silencieux que l'on déplace d'un danger à l'autre. Leur duo a une histoire maintenant. Une mémoire commune, des pertes, des retrouvailles, des gestes qui n'ont plus besoin d'être expliqués. Et le cinéma, ici, devient essentiel. Le passage de la série au grand écran ne veut pas seulement agrandir les décors. Il agrandit la sensation d'aventure. Il donne à chaque déplacement une ampleur différente. Les bases de la Nouvelle République, les mondes de la bordure, les arènes, les créatures, les hangars, les couloirs où le danger peut attendre derrière une porte trop calme. Mais le film doit aussi résoudre un défi. Comment donner une dimension de cinéma à des personnages que le public a déjà suivis dans l'intimité d'une série? La réponse se trouve dans le type de mission choisie. En plaçant Dean et Grogu au croisement de la Nouvelle République, des restes impériaux, des Hutts et d'un prisonnier devenu combattant, le récit les force à traverser plusieurs formes de pouvoir. Le pouvoir légal, avec Ward, le pouvoir criminel, avec les Hutts, le pouvoir clandestin, avec les arènes et les trafics, le pouvoir ancien,
avec les noms qui survivront toujours à ceux qui les portent. Et au milieu de tout cela, le pouvoir plus fragile, plus silencieux, de la loyauté entre un père et son enfant. Ce contraste donne aux premières grandes étapes du film leur tension. Dean ne va pas seulement chercher quelqu'un. Il entre dans une affaire où chaque camp croit pouvoir se servir de lui. La Nouvelle République le voit comme une solution rapide. Les Huts voient Rota comme une pièce dans leur propre jeu. Les anciens impériaux continuent de se cacher derrière des identités, des réseaux, des intermédiaires. Et Rota lui-même n'est pas forcément prêt à être sauvé par un Mandalorien qu'il ne connaît pas. C'est souvent là que les bonnes histoires d'aventure deviennent plus intéressantes. Quand le sauvetage ne suffit pas, parce que la personne à sauver ne comprend pas encore qu'elle est prisonnière. Rota croit encore pouvoir maîtriser sa situation. Il s'imagine peut-être qu'un dernier combat, une dernière épreuve, une dernière victoire dans l'arène pourra lui rendre sa liberté. C'est une illusion très humaine, même chez un Hutt. Quand on a survécu longtemps dans un système violent, on finit parfois par négocier avec ce système comme s'il avait une parole. On se dit « Encore un effort et je sors. Encore une victoire et ils me laisseront partir. Encore une preuve de ma valeur et ma chaîne deviendra une porte. Mais les chaînes ne négocient pas. » Lord Janu, dans cette logique, représente une menace moins spectaculaire au premier regard, mais très efficace. Il n'a pas besoin de ressembler à l'Empire dans toute sa grandeur militaire pour prolonger son poison. Les restes impériaux, dans cette période de Star Wars, ne sont pas toujours des flottes immenses ou des super-armes. Ils peuvent devenir des hommes installés dans des réseaux, des chefs de faction, des figures capables d'utiliser la peur, l'argent, les créatures et les autres criminels pour rester dangereux. C'est peut-être ce qui rend l'époque de la Nouvelle République si instable. La galaxie a gagné une bataille historique, mais elle n'a pas encore nettoyé tous les endroits où l'Empire a laissé ses habitudes. Les méthodes survivent au drapeau. La brutalité trouve d'autres uniformes. Et ceux qui ont appris à dominer pendant les années impériales ne renoncent pas simplement parce qu'une capitale annonce un nouveau départ. Dean comprend ce genre de monde. Il ne le formule pas comme un analyste politique. Il le comprend avec son corps, avec ses cicatrices, avec la manière dont il repère un piège avant qu'il se referme. Quand il avance vers Rota, il sait que l'information promise à Ward n'est qu'une partie du problème. La vraie question est plus sombre. Qui contrôle vraiment cette mission ? La présence de Grogu change aussi notre façon de regarder ces lieux. Un adulte peut voir une arène et comprendre la mécanique de violence, les paris, les cages, les sorties surveillées. Grogu, lui, ressent le danger par une autre voie. Il voit ce que les autres ne prennent pas au sérieux. Il est petit, donc les ennemis le traitent parfois comme un objet à déplacer, une curiosité à enfermer, une mascotte à contrôler. Mais cette sous-estimation devient l'un des ressorts les plus puissants du film. Parce que Grogu observe tout. Il observe comment Dean parle à ceux qui mentent. Il observe comment un prisonnier peut refuser d'admettre sa captivité. Il observe comment la violence peut être transformée en divertissement. Il observe aussi que les adultes, même les plus armés, peuvent être pris dans des systèmes plus grands qu'eux. Et chaque observation prépare la suite. Le film n'a donc pas besoin de nous répéter que Grogu grandit. Il le montre à travers sa place dans l'action. Sa croissance ne se mesure pas seulement à ce qu'il peut faire avec la force, mais à ce qu'il choisit de faire quand personne ne lui donne d'ordre clair. C'est là que l'apprentissage devient vraiment vivant. Tant qu'un élève répète simplement les gestes de son maître, il reste dans l'imitation. Mais quand il doit décider seul, dans la peur, dans l'urgence, dans l'incertitude, alors on découvre ce qu'il a vraiment compris. Au début de cette aventure, Dean reste encore le centre apparent. C'est lui qui reçoit la mission, qui négocie, qui pilote, qui entre dans les zones dangereuses. Mais le film prépare déjà un déplacement plus subtil. Grogu n'est pas seulement l'enjeu émotionnel, il deviendra peu à peu une force d'action. Ce choix est crucial pour éviter que leur duo reste figé. Dans les premières saisons, l'émotion venait beaucoup du contraste entre le chasseur dur et l'enfant vulnérable. Ici, la relation doit évoluer. Si Dean continue seulement à sauver Grogu,
l'histoire tourne en rond. Mais si Grogu commence à sauver, à comprendre, à refuser de fuir, alors le lien change de nature. Le fils devient apprenti. L'apprenti devient partenaire. Et le père doit accepter que protéger ne veut plus dire tout contrôler. Ce mouvement se prépare dès l'arrivée de la mission. Ward, elle, n'a pas le luxe de regarder leur relation avec tendresse. Pour elle, le temps presse. Les restes impériaux doivent être traqués. Les alliances criminelles doivent être utilisées ou contournées. Les informations sur une cible liée à ces réseaux ont une valeur stratégique. Dans sa position, elle ne peut pas agir seulement avec le cœur. Elle agit avec la logique d'une militaire qui a vu ce que l'inaction coûte. Cela crée une tension intéressante avec Din. Tous les deux veulent empêcher le mal de progresser, mais ils ne placent pas la limite morale exactement au même endroit. Ward pense en termes de stabilité, de république, d'équilibre politique. Din pense en termes de mission, de paroles données, et surtout de personnes concrètes devant lui. Quand Rota cesse d'être un simple objet d'échange et devient quelqu'un que Din peut regarder en face, l'affaire change. Le film commence alors à déplier son vrai dilemme. Que vaut une mission juste si elle exige de livrer quelqu'un à un système injuste ? Cette question restera en arrière-plan pendant que l'aventure avance, mais elle donne du poids au choix de Din. Car Din Djarin n'a jamais été un héros parce qu'il respectait parfaitement les contrats. Il est devenu un héros le jour où il a trahi un contrat pour sauver Grogu. Toute son histoire vient de là. D'un instant où la règle disait une chose et où sa conscience en a dit une autre. Avec Rota, le film rejoue cette tension sous une autre forme. Le Hutt n'est pas Grogu. Il n'a pas la même innocence immédiate. Il porte un nom chargé. Il vient d'un héritage criminel. Il peut se montrer méfiant, orgueilleux, difficile à convaincre. Mais c'est justement là que la décision devient intéressante. Sauver quelqu'un de sympathique est facile à comprendre. Sauver quelqu'un qui porte une réputation lourde demande un regard plus profond. Din doit voir au-delà du nom. Et Grogu, par sa présence, rend ce regard encore plus important. Car Grogu lui-même a été, un jour, une cible. Une créature recherchée pour sa valeur, poursuivie par des forces qui voyaient en lui un moyen, pas une personne. Din sait ce que cela signifie de transformer un être vivant en marchandise. Il sait ce que cela coûte de refuser cette logique. Il sait aussi que sa vie entière a changé parce qu'il a décidé, une fois, de ne pas livrer un enfant. Alors, quand l'histoire de Rota commence à révéler ses couches, le passé de Din résonne sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer lourdement. La galaxie recommence à lui poser la même question. Est-ce que tu vas faire ce qu'on t'a demandé, ou ce que tu sais être juste ? La différence, maintenant, c'est que Grogu regarde. Il regarde d'abord ce que les adultes préfèrent cacher. Dans l'arène, tout est organisé pour faire oublier que la violence est une prison. Les cris du public, les lumières, les annonces, la mise en scène des combattants, tout transforme la captivité en spectacle. On ne voit plus une créature exploitée, on voit un champion. On ne voit plus une cage, on voit une entrée dramatique. On ne voit plus un système qui possède les corps, on voit une foule qui réclame du divertissement. Rota vit au milieu de cette illusion. Il n'est pas présenté comme un Hutt immobile, installé dans une salle sombre, attendant que les autres viennent trembler devant lui. Le film joue au contraire avec l'idée d'un Hutt devenu combattant, massif, entraîné, presque fier de sa force. Cela casse immédiatement l'image héritée de Jabba. Jabba dominait par la lenteur, par le palais, par le rire cruel, par les créatures qu'il possédait et les peurs qu'il entretenait. Rota, lui, existe dans le mouvement, dans le choc, dans le besoin de prouver quelque chose. Et cette différence révèle sa blessure. Quand on grandit avec un nom comme celui de Jabba, il y a deux pièges possibles. Le premier, c'est d'imiter le père jusqu'à devenir son fantôme. Le second, c'est de vouloir s'en détacher tellement fort qu'on reste quand même prisonnier de lui. Rota semble pris entre ces deux forces. Il veut être plus qu'un héritier. Il veut être vu comme un combattant, pas seulement comme un nom. Mais l'arène qui lui donne cette reconnaissance est aussi l'endroit qui l'empêche d'être libre. C'est pour cela que Din ne peut pas simplement entrer, annoncer le danger, et repartir avec lui. Rota ne se voit pas encore comme une victime.
Il a trop investi dans son image de force pour accepter qu'un Mandalorien débarque et lui dise qu'on se sert de lui. Son orgueil n'est pas seulement de l'arrogance. C'est une protection. S'il admet qu'il est manipulé, il doit admettre que sa force n'a pas suffi. Il doit regarder en face l'idée la plus humiliante pour lui. Malgré son nom, malgré son corps, malgré sa réputation de combattant, il est peut-être une pièce sur le plateau de quelqu'un d'autre. Din connaît ce type de déni, même s'il le montre autrement. Pendant longtemps, lui aussi a cru que l'armure suffisait à définir une vie. Un contrat était un contrat. Une récompense était une récompense. Les émotions restaient derrière le casque, sous le beskar, là où personne ne pouvait les atteindre. Puis Grogu est arrivé, et toute cette logique s'est fissurée. Din a découvert qu'un code peut vous guider, mais qu'il peut aussi devenir trop étroit quand la vie vous met devant un choix imprévu. Face à Rota, il reconnaît donc quelque chose. Pas la même histoire, pas le même caractère, pas la même innocence, mais cette manière de s'accrocher à une identité pour ne pas sentir la cage. Lord Janu comprend cela beaucoup trop bien. Son pouvoir ne repose pas seulement sur des armes ou des soldats. Il repose sur sa capacité à faire croire aux autres qu'il décide encore. Un tyran brutal peut terrifier, mais un manipulateur efficace obtient parfois mieux. Il pousse sa victime à défendre elle-même le système qui l'écrase. Rota combat parce qu'il pense prouver sa valeur. La foule acclame parce qu'elle pense assister à un jeu. Les intermédiaires obéissent parce qu'ils pensent préserver leurs intérêts. Et pendant ce temps, Janu avance, calme, presque invisible dans le mécanisme qu'il a construit. C'est cette invisibilité qui le rend dangereux. Dans la galaxie de Star Wars, les grands méchants portent souvent une silhouette immédiatement reconnaissable. Un casque noir, une cape, une présence qui coupe l'air. Mais l'après-empire permet un autre type de menace. Les survivants impériaux n'ont plus toujours la puissance de se montrer en pleine lumière. Ils doivent changer de peau. Ils se cachent derrière des noms, des transactions, des arènes, des alliances temporaires. Ils utilisent les criminels quand cela les arrange, puis les jettent quand ils deviennent inutiles. Janu appartient à cette époque-là, celle des morceaux d'empire qui refusent de mourir. Quand Din découvre que la situation autour de Rota n'est pas ce qu'elle prétend être, le film retrouve une tension classique du Mandalorien, le moment où le contrat devient moralement impossible. Au départ, la mission avait une structure claire. La Nouvelle République a besoin d'informations. Les Hutts veulent récupérer Rota. Din peut servir de lien entre ses intérêts, accomplir le travail et repartir. Mais une fois qu'il comprend que la promesse autour de Rota cache une manœuvre plus profonde, la mission cesse d'être propre. Le piège se referme précisément parce que Din essaie de dire la vérité. Il revient vers Rota. Il tente de l'avertir. Il veut lui faire comprendre que Janu ne joue pas franc jeu, que ceux qui prétendent organiser sa carrière de combattant contrôlent en réalité sa liberté. Mais Rota n'est pas prêt. Il réagit comme quelqu'un dont la fierté vient d'être blessée au pire endroit. Il ne voit pas un sauveur. Il voit un intrus. Un Mandalorien qui croit comprendre sa vie mieux que lui. Un homme armé qui entre dans son territoire et lui demande de croire une version qui le rend vulnérable. Alors la sécurité intervient. Ce moment est très important parce qu'il inverse la position de Din. Jusqu'ici, il était celui qui entrait dans le danger en gardant une longueur d'avance. Il analysait, il avançait, il anticipait. Mais ici, la vérité ne suffit pas à le protéger. L'information qu'il possède ne le rend pas maître de la scène. Au contraire, elle l'expose. Et Grogu est exposé avec lui. Le gaz, la capture, la perte de contrôle. Tout cela force le duo à sortir de son rythme habituel. Din, privé de sa liberté de mouvement, devient ce qu'il a souvent traqué chez les autres. Un corps enfermé, un combattant placé dans un dispositif qui ne lui appartient pas. La situation est d'autant plus violente qu'elle le réduit à une image. Pour la reine, il n'est plus Din Djarin, père, guerrier, partenaire de Grogu, homme lié à la Nouvelle République par une mission compliquée. Il devient un spécimen rare, un Mandalorien que la foule peut regarder comme une attraction. C'est une humiliation calculée. L'armure mandalorienne porte une culture, un serment,
une mémoire de clan et de guerre. Dans une arène, cette même armure peut devenir un costume pour les spectateurs. Le film joue avec cette transformation. Ce qui était sacré pour Dean devient un argument de spectacle pour Janu. Et cette profanation donne au combat un poids plus personnel. Dean ne se bat pas seulement pour survivre. Il se bat contre une mise en scène qui essaie de voler le sens de ce qu'il est. Grogu, enfermé dans une cage, voit tout. Il voit Dean ramené à une attraction. Il voit Rota pousser vers un combat qui sert les intérêts de son geôlier. Il voit la foule confondre courage et exploitation. Et surtout, il se retrouve dans cette position qu'il connaît trop bien. Petit, observé, enfermé, considéré comme incapable de changer le cours des événements. Mais le spectateur sait que c'est faux. Depuis ses premières apparitions, Grogu a souvent fonctionné comme une surprise émotionnelle. Sa petite taille crée une attente, puis sa puissance intérieure renverse cette attente. Pourtant, le film ne peut pas simplement refaire le même gag. Grogu est mignon, puis Grogu utilise la force, tout le monde est étonné. Pour que cela compte vraiment, il faut que son action révèle une progression. Il ne doit pas seulement réagir par instinct. Il doit comprendre ce qui est en jeu. Et dans l'arène, ce qu'il comprend est simple. Dean ne peut pas être le seul protecteur. La phrase qui résonne dans la promotion du film, cette idée que les anciens protègent les jeunes, puis que les jeunes protègent les anciens, trouve ici son premier vrai poids dramatique. Ce n'est pas une maxime décorative. C'est une inversion concrète. Dean a longtemps été celui qui se plaçait devant Grogu. Maintenant, Grogu doit agir alors que Dean n'est pas libre. Il doit devenir, même brièvement, celui qui ouvre une issue. La beauté de ce basculement vient de sa modestie. Grogu ne devient pas soudain un guerrier adulte. Il ne perd pas sa douceur, sa curiosité, son langage encore limité. Il reste Grogu, mais il utilise ce qu'il est. Son silence devient un avantage. Sa petitesse devient un angle mort. La compassion qu'il inspire fait baisser la garde de ceux qui le sous-estiment. Et la force, chez lui, n'a jamais été seulement un outil de combat. Elle est aussi écoute, instinct, lien. L'action de Grogu dans cette partie du film n'est donc pas seulement spectaculaire. Elle est symbolique. Il refuse la place que la reine lui donne. Il refuse d'être l'objet impuissant que l'on garde dans une cage pendant que les adultes se battent. Il entre dans l'histoire par sa propre décision. Dean, de son côté, se retrouve face à Rota dans un contexte où les mots ne suffisent plus. Le combat devient une conversation brutale, imposée par Janu. Mais sous les coups, une vérité commence à passer. Rota voit peut-être que Dean ne cherche pas à l'humilier. Il voit que le Mandalorien aurait pu choisir une sortie plus simple s'il n'avait voulu que sauver sa propre peau. Il comprend peu à peu que la trahison ne vient pas forcément de l'étranger armé en face de lui, mais de celui qui a organisé toute la scène. C'est souvent comme cela que les illusions tombent. Pas par une grande révélation calme, mais dans un moment où le corps comprend avant l'orgueil. Rota doit accepter qu'il a été utilisé. Et cette acceptation est douloureuse, parce qu'elle l'oblige à reconsidérer tout ce qu'il croyait contrôler. Ses victoires dans l'arène, sa réputation, sa puissance physique, son statut de fils de Jabba. Tout cela peut avoir été intégré dans un plan qui le dépasse. Pour un Hutt, admettre cette faiblesse est presque plus difficile que perdre un combat. Mais c'est aussi la première étape vers une vraie liberté. Tant que Rota croit que la liberté viendra d'un dernier combat offert par ses geôliers, il reste prisonnier. Dès qu'il comprend que le système ne le libérera jamais volontairement, il peut enfin choisir un autre chemin. Et ce chemin passe, paradoxalement, par une alliance avec Dean. L'alliance n'a rien de tendre au départ. Elle n'efface pas les méfiances. Dean ne devient pas soudain l'ami de Rota, et Rota ne devient pas un héros pur parce qu'il a été trahi. Le film a raison de garder des aspérités. Une bonne alliance de Star Wars fonctionne souvent parce qu'elle garde un frottement. Des personnages qui n'auraient jamais dû se faire confiance se retrouvent obligés de survivre ensemble, puis découvrent, dans l'urgence, une forme de respect. Avec Grogu au milieu, ce respect prend une couleur particulière. Grogu n'a pas les préjugés habituels. Il ne regarde pas Rota uniquement comme le fils de Jabba.
il ne regarde pas Din comme une légende. Il ressent des intentions, des peurs, des attachements. Là où les adultes voient des noms et des appartenances, Grogu perçoit parfois la personne sous le rôle. C'est peut-être sa plus grande force dans ce film. Il ne déconstruit pas le monde avec des discours. Il force les autres à se révéler par la manière dont ils réagissent à sa présence. Quand l'évasion devient possible, le récit change de vitesse. La mission n'est plus seulement de récupérer Rota. Il faut maintenant comprendre qui tire les fils. Commander Coin apparaît alors comme une figure de réponse, un nom derrière lequel le danger semble se concentrer. Dans une histoire moins intéressante, ce nom servirait simplement de nouvelle cible. Mais le film ajoute une couche plus satisfaisante. La vérité sur Coin rejoint celle de Janu. Le personnage qui semblait manipulé depuis l'ombre et la cible que l'on cherche ne sont pas séparés comme on pouvait le croire. Cette révélation resserre tout. Elle signifie que Din n'est pas face à une chaîne de commandement dispersée, mais face à un homme qui a su multiplier les masques. Janu n'a pas seulement gardé une influence impériale. Il a construit une architecture de mensonges, assez solide pour tromper des criminels, des combattants, peut-être même des acteurs de la Nouvelle République qui croyaient comprendre la situation. En révélant que Coin et Janu se rejoignent, le film montre une menace typique de l'après-guerre. L'ennemi ne revient pas toujours avec son ancien nom. Il revient sous un nom pratique, un nom de transaction, un nom que personne ne relie tout de suite à l'Empire. Din, Rota et Grogu se retrouvent alors dans une position étrange. Le Mandalorien voulait remplir une mission pour Ward. Rota voulait survivre à sa manière. Grogu voulait rester avec Din et apprendre. Maintenant, leurs objectifs se croisent. Ils doivent aller chercher l'homme qui a transformé chacun d'eux en pièce de jeu. Ce choix donne au milieu du film une énergie de poursuite, mais une poursuite chargée de sens. Capturer Janu, ce n'est pas seulement arrêter un criminel. C'est arracher un masque. C'est forcer une vérité à apparaître dans un monde où tout le monde profite des zones grises. C'est aussi offrir à Rota une chance de faire autre chose que combattre pour une foule. Mais la galaxie criminelle ne laisse pas partir aussi facilement ses possessions. Les Hutt Twins apparaissent alors comme une autre forme de menace. Là où Janu représente l'ombre impériale recyclée dans les réseaux clandestins, les Twins incarnent l'ancienne logique des clans criminels, la famille, le territoire, le contrôle, la dette. Pour eux, Rota n'est pas un individu à sauver. Il est un héritage à récupérer, un nom à exploiter, une carte à jouer pour maintenir leur autorité. Cette différence est essentielle. La Nouvelle République voit Rota comme une source possible d'information et un enjeu diplomatique. Janu le voit comme un instrument dans une mécanique de pouvoir. Les Twins le voient comme une propriété familiale. Presque personne ne commence par le voir comme quelqu'un qui doit choisir son propre avenir. Presque personne, sauf ceux qui ont eux-mêmes appris à briser une assignation. Din a brisé le rôle du chasseur qui livre sans poser de questions. Grogu a brisé le rôle de l'enfant que l'on cache toujours derrière l'adulte. Rota, à son tour, doit briser le rôle du fils de Jabba que d'autres veulent écrire à sa place. C'est là que le film devient plus qu'une aventure de sauvetage. Il devient une histoire de noms hérités. Din porte l'héritage mandalorien, avec toute sa discipline et ses contradictions. Grogu porte une part de l'héritage Jedi, mais aussi une adoption mandalorienne qui rend son chemin unique. Rota porte l'ombre de Jabba. Ward porte l'héritage de la rébellion devenue responsabilité gouvernementale. Janu porte les restes de l'Empire, mais sous un visage adapté à l'après-défaite. Chaque personnage avance avec quelque chose qui vient d'avant lui. La question n'est donc pas seulement « qui va gagner ?» La question est « que fait-on avec l'héritage qu'on reçoit ? Est-ce qu'on le répète ? Est-ce qu'on le cache ? Est-ce qu'on le vend ? Est-ce qu'on le transforme ?» Din a déjà commencé à répondre avec Grogu. Il n'impose pas à l'enfant un seul chemin. Il ne l'enferme pas complètement dans la tradition mandalorienne, mais il ne nie pas non plus ce qu'elle peut lui donner. Il accepte un mélange difficile, presque impossible pour les puristes. Grogu peut être lié à la force et au credo mandalorien, à la douceur et au combat, à l'enfance et à la responsabilité. Rota, lui, n'a pas encore trouvé sa réponse.
C'est pourquoi son alliance avec Din reste instable. Il peut choisir la liberté, mais la liberté n'efface pas immédiatement l'orgueil. Il peut comprendre la trahison de Janu, mais cela ne fait pas disparaître les réflexes hérités de son monde. Et Din doit composer avec cette réalité. Il ne sauve pas une page blanche, il sauve quelqu'un de compliqué. C'est ce qui rend la décision de Din plus forte. Il aurait pu se contenter de livrer Rota selon les termes attendus, de remettre les informations à Ward, de fermer les yeux sur les arrangements politiques avec les Huts. Beaucoup de personnages, dans sa position, auraient appelé cela du réalisme. La galaxie est sale, les alliances sont nécessaires, personne ne gagne sans compromis. Mais Din a appris à se méfier des compromis qui transforment une personne en objet. Encore une fois, il se tient devant une ligne. Et encore une fois, Grogu est là, au moment où cette ligne doit être franchie. La réponse arrive dans un moment où l'action devient soudain plus silencieuse. Après le chaos, après les cris, après la créature, après l'évasion qui ressemble presque à un miracle bricolé, il reste le corps de Din. Et c'est là que le film fait un choix important. Il ne traite pas la survie comme une formalité. Le Mandalorien peut traverser le feu, tomber, se relever, encaisser des coups que d'autres ne supporteraient pas, mais il reste un être vivant sous l'armure. Cette évidence, Star Wars l'oublie parfois volontairement pour laisser la légende respirer. Ici, au contraire, le film la ramène au premier plan. Din est blessé. Son souffle n'a plus le même rythme. Ses gestes perdent cette précision qui, d'habitude, rassure autant le spectateur que Grogu. L'armure est encore là, mais elle ne suffit plus à cacher la faiblesse. Et pour Grogu, voir Din ainsi, c'est affronter une peur plus profonde que n'importe quel monstre. La peur que celui qui revenait toujours ne revienne pas cette fois. Le danger n'est plus une cage extérieure, il est dans le corps. Cette transition change la nature de la tension. Jusqu'ici, Grogu devait ouvrir une issue, distraire, déplacer un objet, créer une brèche, empêcher une exécution. Maintenant, il doit rester près de Din quand l'urgence ne ressemble plus à un combat. Il n'y a pas forcément d'ennemi visible à repousser. Il y a une vie qui s'éloigne, une seconde après l'autre, et une petite créature qui refuse d'accepter ce mouvement. La force, dans ce moment, retrouve une dimension intime. On associe souvent la force aux grands gestes. Soulever, repousser, arrêter, dévier, sentir une menace avant qu'elle arrive. Mais chez Grogu, ces moments les plus touchants ont souvent été liés à l'instinct de soin. Une main tendue, une concentration fragile, une fatigue énorme pour un résultat presque miraculeux. Son pouvoir n'a jamais eu la froideur d'une technique parfaitement maîtrisée. Il a quelque chose de plus vulnérable, comme si chaque effort lui coûtait vraiment. Quand il tente de ramener Din, ce coup se ressent. Il ne s'agit pas d'un tour pratique pour annuler les conséquences de la scène précédente. Le film doit nous faire sentir que Grogu donne quelque chose de lui-même, que son amour, sa peur, sa mémoire de toutes les fois où Din l'a porté, caché, nourri, protégé, reviennent dans un seul geste. Grogu ne sauve pas Din parce que l'histoire a besoin que le héros survive. Il le sauve parce que, pour lui, l'univers s'effondre si Din disparaît. Et Din, même à moitié conscient, comprend peut-être. Il comprend que la relation a définitivement changé. Il n'est plus seulement celui qui choisit de risquer sa vie pour l'enfant. Il est aussi celui qui doit recevoir l'aide de l'enfant. Pour un personnage comme lui, cette réception est difficile. Din a construit toute sa posture autour du contrôle, de la protection, de la compétence. Être sauvé demande une autre forme de courage. Accepter que sa force ne soit pas suffisante. Accepter qu'un lien vous rende dépendant. Accepter que l'amour ne soit pas une faiblesse, mais une circulation. Grogu ne prend pas la place de Din. Il ouvre une nouvelle place à côté de lui. C'est pour cela que la guérison, ou le sauvetage de Din, ne doit pas être lu comme une simple fonction de scénario. C'est le cœur émotionnel du film. Toute l'aventure a préparé ce renversement. Dans l'arène, Grogu refusait d'être spectateur. Face aux Twins, il refusait de laisser Din devenir une démonstration de pouvoir. Ici, il refuse quelque chose d'encore plus terrible, l'idée que la mort puisse décider seule de la fin de leur histoire. Autour d'eux, Rota regarde probablement avec un trouble qu'il ne saurait pas nommer.
Il a vu beaucoup de formes de loyauté, mais pas forcément celle-ci. Dans son monde, la loyauté est souvent achetée, arrachée, imposée par le non ou par la peur. Les serviteurs restent parce qu'ils doivent rester. Les alliés restent tant que le profit existe. Les familles puissantes se réclament du sang quand le sang sert leurs intérêts. Mais Grogu reste auprès de Din sans calcul. Il donne sans négocier. Il agit sans attendre un avantage. Pour Rota, cette image peut être plus déstabilisante qu'un combat perdu. Elle lui montre un lien qui ne ressemble pas à l'héritage des Hutts. Un lien qui ne cherche pas à posséder. Din aurait pu traiter Grogu comme une charge, puis comme un apprenti, puis comme un outil précieux dans les missions dangereuses. Mais il ne l'a pas fait. Il lui a donné une place. Et Grogu, maintenant, répond à cette place en choisissant Din à son tour. Rota doit alors regarder son propre nom autrement. Être le fils de Jabba lui donne une histoire avant même qu'il parle. Les autres projettent sur lui une brutalité, une gourmandise de pouvoir, une continuité criminelle. Certains veulent l'utiliser parce que ce nom a encore une valeur. D'autres veulent le réduire à cette origine pour ne pas avoir à se demander qui il pourrait devenir. Même Rota, pendant une partie de sa vie, a peut-être fini par porter ce nom comme une armure, parce qu'il vaut mieux être craint que regardé avec pitié. Mais après ce qu'il vient de voir, une question s'impose. Est-ce qu'un héritage doit toujours décider de la prochaine forme de votre vie ? Din n'a jamais pu effacer ce qu'il a reçu des Mandaloriens. Il ne le veut pas. Son credo l'a sauvé, structuré, parfois enfermé, puis ouvert à autre chose. Grogu n'a pas effacé la part Jedi de son existence, même en grandissant auprès de Din. Son identité n'est pas pure au sens ancien du mot. Elle est mélangée, étrange, peut-être dérangeante pour ceux qui aiment les catégories propres. Et pourtant, c'est précisément ce mélange qui le rend vivant. Rota peut-il, lui aussi, transformer un héritage toxique en autre chose ? La question n'a pas une réponse simple. Il ne suffit pas de refuser Jabba pour devenir juste. Les habitudes d'un monde criminel ne disparaissent pas parce qu'on a été sauvé une fois. Rota devra lutter contre ses propres réflexes, contre les attentes des autres Hutts, contre ceux qui voudront toujours l'utiliser comme symbole. Mais le film lui offre au moins une sortie mentale. Il n'est pas obligé de répéter exactement ce qu'on attend de lui. C'est peut-être la première vraie liberté. Lorsque Din reprend assez de force pour bouger, la scène ne revient pas immédiatement à l'efficacité froide. Quelque chose reste dans l'air. Le silence entre lui et Grogu a une texture différente. Din n'a pas besoin de remercier avec une grande phrase. Chez lui, un regard, une main posée, une inclinaison du casque peuvent porter plus de sens qu'un discours entier. Le film connaît ce langage. Il sait que cette relation fonctionne souvent dans les gestes minuscules. Et ces gestes racontent beaucoup. Ils racontent que Grogu a franchi une étape. Ils racontent que Din l'a vu. Ils racontent que l'apprentissage n'est plus théorique. Le danger a gravé la leçon dans le corps des deux personnages. Din sait maintenant que Grogu peut agir quand lui ne peut plus. Grogu sait qu'il peut sauver sans trahir ce qu'il est. Le spectateur, lui, sent que le duo entre dans une nouvelle phase, moins fondée sur la dépendance et plus sur une confiance réciproque. Mais pendant que cette émotion se pose, la galaxie continue de réclamer des comptes. Janu capturé, les Twins neutralisés ou affaiblis, Rota libéré de l'emprise immédiate de ceux qui le manipulaient. Tout cela ne termine pas automatiquement l'affaire. Au contraire, c'est le moment où les conséquences politiques commencent. Une bataille peut se gagner en quelques minutes. Une vérité, elle, peut déranger beaucoup plus longtemps. Ward doit gérer ce que Din ramène. Elle voulait des informations sur les warlords impériaux. Elle obtient quelque chose de plus explosif. La preuve qu'un ancien réseau impérial peut s'intégrer dans des circuits criminels. Utiliser des figures comme Rota, manipuler des identités, et prospérer dans les failles de la Nouvelle République. Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est un avertissement. La menace ne se trouve pas uniquement là où les soldats regardent déjà. Et c'est une mauvaise nouvelle pour une institution jeune. La Nouvelle République veut croire qu'elle peut cartographier le danger, le classer, l'assigner à des zones précises. Mais l'affaire Janu montre autre chose. Le danger circule. Il change de costume.
il passe par les arènes, les familles criminelles, les anciens officiers, les faux noms, les promesses faites à ceux qui veulent récupérer du pouvoir. Le film rappelle ainsi une vérité douloureuse de l'après-guerre. Gagner contre un régime ne suffit pas si ses méthodes trouvent d'autres hôtes. Ward, dans cette situation, peut réagir de deux manières. Elle peut se concentrer sur le résultat, remercier Dean pour la capture, puis chercher à replacer tout le monde dans une procédure. Ou elle peut reconnaître que Dean a vu quelque chose que la logique institutionnelle risquait de manquer. Il n'a pas simplement ramené une cible. Il a empêché la Nouvelle République de conclure un arrangement trop propre avec des acteurs trop sales. Il a protégé une vérité qui aurait pu être enterrée sous des compromis. Cela ne veut pas dire que Ward devient soudain une disciple de Dean. Leur tension reste utile. Elle représente la difficulté de gouverner une galaxie immense, pleine de mondes blessés, de criminels enracinés, de populations qui ne font plus facilement confiance à aucun pouvoir central. Dean représente l'autre bout de la réalité. La décision locale, urgente, imparfaite, prise devant un visage concret. Les deux perspectives ont leurs limites. Ward ne peut pas sauver la galaxie uniquement avec des principes abstraits. Dean ne peut pas reconstruire un ordre durable uniquement avec des gestes de protection individuelle. Le film ne les force pas à résoudre cette contradiction. Il laisse plutôt cette friction devenir un espace adulte dans Star Wars. La justice a besoin d'institutions, mais elle meurt quand les institutions oublient les êtres vivants. Rota se trouve exactement dans cet espace. Que va-t-on faire de lui maintenant? Le remettre aux Hutts sous prétexte qu'il appartient à leur monde? Le garder comme témoin sous protection de la Nouvelle République? Le laisser disparaître en espérant qu'un Hutt blessé ne redeviendra pas un problème plus tard? Aucun choix n'est parfaitement confortable. Et c'est une bonne chose pour l'histoire, parce que Rota ne doit pas devenir une récompense facile à distribuer, il doit devenir un choix. S'il décide de parler, il peut aider à exposer une partie du réseau de Janu. Mais parler signifie aussi se mettre en danger. Les Hutts n'aiment pas les héritiers qui révèlent les affaires de famille. Les anciens impériaux n'aiment pas les témoins qui relient leurs nouveaux noms à leurs anciens crimes. La Nouvelle République peut promettre une protection, mais même elle ne contrôle pas toute la galaxie. Rota doit donc peser ce que Dean a déjà pesé avant lui, la sécurité contre la conscience. Il peut retourner dans l'ombre, jouer de son nom, chercher à reconstruire une puissance personnelle. Ce serait le chemin attendu, peut-être même le chemin le plus simple. Il pourrait dire que le monde l'a utilisé, alors il utilisera le monde en retour. Beaucoup de personnages choisissent cette réponse après une humiliation. Ils transforment leurs blessures en règne. Mais il peut aussi faire autre chose. Pas devenir pur. Pas effacer d'un geste l'héritage de Jabba. Pas se transformer en symbole lumineux pour rassurer le public. Simplement prendre une première décision qui ne répète pas la logique de possession. Aider à faire tomber Janu. Refuser d'être rendu comme un bien familial. Reconnaître que sa valeur ne vient pas seulement du nom qu'il porte, mais de ce qu'il décide de faire quand ce nom ne le protège plus. C'est dans cette nuance que le film donne de l'épaisseur à Rota. Il ne cherche pas à faire oublier Jabba. Au contraire, il utilise cette ombre pour montrer à quel point il est difficile d'en sortir. Chaque spectateur qui connaît Star Wars arrive avec une méfiance naturelle devant un Hutt. Le film travaille avec cette méfiance. Il ne demande pas immédiatement de l'amour. Il demande d'abord de regarder la complexité. Un héritier criminel peut aussi être exploité. Une victime peut aussi être orgueilleuse. Une libération peut commencer sans innocence parfaite. D'un comprend cela mieux que beaucoup d'autres. Parce que son propre chemin a commencé par une transgression morale. Il a choisi Grogu contre un contrat. À l'époque, ce choix l'a mis en danger, a bouleversé son métier, a changé son rapport à son clan, à son armure, à la galaxie. Mais sans cette transgression, il serait resté un homme fonctionnel et vide, un chasseur efficace parmi d'autres. L'amour l'a rendu vulnérable, mais cette vulnérabilité l'a aussi rendu plus juste. Avec Rota, Dean ne répète pas exactement la même histoire. Il ne trouve pas un deuxième enfant à adopter. Il ne remplace pas Grogu. Il applique une leçon plus large.
quand un système décide qu'une personne est une marchandise, il faut au moins une personne prête à dire non. Grogu, lui, a vu cette leçon devenir chère. Il a vu Din refuser. Il a sauvé Din. Il a senti Rota changer, même légèrement. Et ce que le film prépare maintenant, c'est la conséquence intime de tout cela. Après avoir été protégé, après avoir protégé, Grogu doit comprendre ce que signifie rester avec quelqu'un sans rester petit pour toujours. La relation ne peut plus revenir à son état ancien. Même si Din reprend la route, même si Grogu se blottit encore dans son espace habituel, même si certains gestes comiques ou tendres reviennent pour rappeler la familiarité du duo, quelque chose a bougé. Le spectateur le sait, Dan le sait. Grogu, peut-être, le sent sans pouvoir le formuler. L'avenir ne sera pas celui d'un père qui porte éternellement un enfant loin du danger. Ce sera celui d'un maître imparfait et d'un apprenti étrange, lié par une confiance qui a survécu au moment où chacun a dû sauver l'autre. Cette évolution donne aussi une nouvelle lecture au titre du film. The Mandalorian and Grogu ne désigne pas simplement deux personnages populaires réunis pour le grand écran. Le titre insiste sur le « it ». Din n'avale pas Grogu dans son identité mandalorienne. Grogu n'est pas un accessoire émotionnel accroché à la légende du chasseur. Le film les met côte à côte, comme deux pôles d'une même histoire. L'un a appris à ouvrir son armure. L'autre apprend à ne plus se cacher uniquement derrière elle. Et maintenant que Janu est entre les mains de ceux qui peuvent l'interroger, que Rota se tient devant son propre avenir, et que Ward doit décider quoi faire des vérités ramenées par Din, l'aventure peut commencer à refermer ses cercles. Mais dans Star Wars, une fin ne nettoie jamais toute la galaxie. Elle éclaire une zone. Elle sauve quelques vies. Elle révèle un nom. Elle transmet une leçon d'une génération à l'autre. Et parfois, c'est déjà immense. C'est déjà immense. Parce que Star Wars a toujours vécu dans cette différence entre l'échelle de la galaxie et l'échelle d'un geste. Une guerre peut traverser des systèmes entiers. Une république peut tomber, puis renaître avec des discours, des sénateurs, des flottes, des bases et des promesses. Des empires peuvent laisser derrière eux des millions de ruines. Mais au fond, ce que le spectateur retient souvent, c'est un choix précis dans un moment impossible, une main tendue, un refus d'obéir, un enfant sauvé alors qu'un contrat disait de le livrer, un maître qui accepte, enfin, que l'apprenti le sauve à son tour. The Mandalorian and Grogu comprend cette grammaire intime. Le film arrive avec une responsabilité particulière, parce qu'il ramène Star Wars au cinéma, après des années où l'univers a surtout grandi sur petit écran. Il ne peut pas ignorer l'héritage de la série. Les spectateurs ne découvrent pas Din et Grogu comme des inconnus. Ils arrivent avec des souvenirs. Le premier regard sur Grogu, le Razor Crest, les missions dangereuses, les silences de Din, les séparations, les retrouvailles, les moments où le Beskar semblait moins solide que l'attachement. Mais le film doit aussi parler à ceux qui viennent chercher une aventure de cinéma. C'est là que la mise en scène prend une fonction presque narrative. Les planètes, les créatures, les vaisseaux, les arènes, les couloirs, les hangars, les bases de la Nouvelle République, tout doit porter cette sensation d'espace plus vaste. Pas seulement pour faire plus grand. Pour montrer que la relation entre Din et Grogu, née dans une série très proche de ses personnages, peut maintenant traverser un paysage plus ample sans perdre son centre. Le risque, avec un passage au grand écran, aurait été de gonfler artificiellement les enjeux. Une super arme, une prophétie, une menace qui promet de détruire toute la galaxie avant la fin du troisième acte. Star Wars connaît ses formes, parfois avec grandeur, mais ici, le film choisit une menace plus modeste en apparence. Un warlord impérial caché derrière des masques, un héritier Hutt exploité, des criminels qui veulent conserver leur emprise, une nouvelle république qui cherche encore comment agir proprement dans un monde sale. Cette modestie relative est importante. Elle replace Din à sa bonne échelle. Il n'est pas Luke Skywalker devant l'histoire des Jedi. Il n'est pas Leia face à la diplomatie galactique. Il n'est pas un général chargé de déplacer les armées d'un conflit total. Din fonctionne mieux lorsqu'une grande crise passe par un corridor étroit. Un prisonnier à sortir, une cible à capturer,
un enfant à protéger, une décision morale à prendre pendant que tout le monde lui explique pourquoi le compromis serait plus pratique. Le film respecte cette nature. La menace de Janucoin devient alors plus intéressante qu'un simple adversaire à éliminer. Elle donne un visage à une époque. L'Empire n'est plus au sommet, mais ses restes contaminent encore les marges. On ne voit pas seulement une nostalgie impériale. On voit une méthode impériale qui survit. Utiliser les corps, manipuler les identités, transformer les autres en fonctions, déplacer la violence là où l'autorité officielle regarde mal. Janu n'a donc pas besoin de dominer chaque scène par la terreur pure. Son danger vient de sa capacité à organiser le monde pour que les autres se salissent à sa place. Rota combat. Les Twins menacent. Les chasseurs de primes poursuivent. La foule applaudit. Les institutions négocient. Et lui, pendant longtemps, reste derrière le mécanisme, comme si le mal moderne dans Star Wars avait appris à déléguer. C'est pour cela que sa capture compte. L'arrêter, ce n'est pas seulement battre un homme. C'est interrompre un système de dissimulation. C'est retirer à l'ennemi le confort de plusieurs noms. Commander Coin pouvait exister dans une case. Lord Janu dans une autre. Tant que les cases ne communiquaient pas, chacun pouvait regarder une partie de la vérité et croire qu'il voyait l'ensemble. Din force les morceaux à se rejoindre. Mais le film ne fait pas croire que cette révélation suffira. Ward le sait. La Nouvelle République peut interroger Janu, remonter des contacts, utiliser Rota comme témoin, renforcer certaines zones, ouvrir des enquêtes. Pourtant, l'affaire a déjà montré une limite inquiétante. Si un homme comme Janu a pu prospérer entre crime et politique, alors il existe probablement d'autres hommes comme lui. D'autres noms, d'autres marchés, d'autres arènes, d'autres endroits où l'après-empire continue de fonctionner sans appeler cela l'empire. Cette inquiétude donne à la fin du film une ouverture naturelle. On peut sortir de l'aventure avec un sentiment de victoire, mais pas avec l'illusion que tout est réglé. C'est une fin fidèle à l'époque racontée. Après le retour du Jedi, la galaxie ne devient pas automatiquement saine. Elle respire mieux, mais elle tousse encore. Les héros ont gagné une possibilité, pas une garantie. La Nouvelle République est jeune, et les jeunes gouvernements, comme les jeunes apprentis, doivent apprendre vite parce que le danger, lui, n'attend pas qu'il soit prêt. Ce parallèle entre la République et Grogu est discret, mais puissant. Grogu aussi grandit dans un monde instable. Il a reçu des morceaux d'héritage qui ne s'alignent pas parfaitement. Une part Jedi, avec la force, l'écoute, la mémoire d'un ordre brisé. Une part mandalorienne, avec l'armure, le clan, le serment, la survie dans les marges. Une part plus intime encore, celle de Din, qui n'est pas une doctrine officielle, mais une manière d'aimer sans toujours savoir comment le dire. Le film ne lui demande pas de choisir une seule appartenance pour rassurer les puristes. Au contraire, il laisse Grogu habiter cette contradiction. Il peut être apprenti de Din sans devenir une copie de Din. Il peut utiliser la Force sans retourner simplement dans l'ancien moule Jedi. Il peut être petit, drôle, attendrissant, et pourtant porter une responsabilité réelle. Ce mélange pourrait sembler fragile, mais dans Star Wars, les chemins les plus vivants naissent souvent des frontières. Entre contrebandier et général, entre princesse et combattante, entre fermier et Jedi, entre chasseur de primes et père. Grogu appartient à cette famille de personnages qui déplacent les catégories. C'est pour cela que son geste envers Din est plus qu'un sauvetage ponctuel. Il confirme une identité en formation. Grogu ne choisit pas entre compassion et courage, il les relie. Il ne choisit pas entre la force et l'apprentissage mandalorien. Il fait passer l'un à travers l'autre. Quand il agit, il n'a pas la dureté d'un soldat, mais il n'a plus non plus l'innocence passive que les ennemis lui attribuent. Il devient une présence capable de changer le cours d'une scène sans cesser d'être lui-même. Din, face à cela, doit faire un apprentissage plus silencieux. Il sait former, il sait protéger, il sait ouvrir la voie. Mais le film lui demande autre chose. Accepter que Grogu prenne une place qui ne soit plus seulement celle de l'enfant sauvé. Pour un personnage qui a perdu beaucoup, qui a vécu longtemps dans la solitude fonctionnelle, cette acceptation est immense.
Protéger peut parfois devenir une manière de garder l'autre petit, parce que la croissance de l'autre nous rappelle qu'un jour, il pourra avancer sans notre main sur son épaule. Dean ne veut pas perdre Grogu. Le film n'a pas besoin de le faire dire. Toute son histoire l'a montré. Mais aimer Grogu signifie aussi le préparer à ne pas dépendre éternellement de lui. C'est là que la figure paternelle devient plus profonde. Le vrai protecteur ne cherche pas à rester indispensable à tout prix. Il accepte de transmettre assez pour que l'autre puisse survivre, décider, revenir, partir, revenir encore. Ce n'est pas une perte du lien, c'est sa maturation. À la fin de cette aventure, Dean et Grogu ne sont donc pas revenus au point de départ. Même si le vaisseau repart, même si l'humour revient par petites touches, même si Grogu garde cette manière de ramener de la douceur dans une galaxie cabossée, le spectateur sent que leur relation a pris une gravité nouvelle. Le titre du film a été éprouvé par l'histoire. Il ne dit pas « le Mandalorien avec Grogu » comme on dirait un héros accompagné de sa mascotte. Il dit « le Mandalorien et Grogu », deux forces liées, deux trajectoires, deux façons d'affronter la même galaxie. Rota, lui, porte un autre type de transformation. Son choix de travailler avec la Nouvelle République, ou au moins de ne plus retourner immédiatement dans la logique de possession des Hutts, ne lave pas son histoire. Et c'est mieux ainsi. Une fin trop propre aurait trahi ce personnage. Rota reste un Hutt, avec tout ce que ce nom déclenche chez les autres, avec tout ce que ce nom peut encore réveiller en lui. Mais il a vu une autre forme de loyauté. Il a vu un petit être sauver un guerrier, parce que le lien comptait plus que le pouvoir. Il a vu un Mandalorien refuser de le livrer, alors que tout l'équilibre politique poussait vers cette solution. Ces images peuvent devenir une fissure dans son héritage. On ne sait pas encore ce que Rota fera de cette fissure. Peut-être qu'il décevra. Peut-être qu'il tombera parfois dans les réflexes de son sang, de son milieu, de sa réputation. Mais le film lui accorde quelque chose que Jabba n'avait jamais vraiment cherché. La possibilité d'être regardé avant d'être jugé par son nom. Pas pardonné d'avance. Pas transformé en héros par magie. Regardé. C'est un choix narratif plus mature qu'il n'en a l'air. Dans une saga obsédée par les lignées, les noms pèsent lourd. Skywalker, Palpatine, Solo, Organa, Fett, Hutt. Chaque nom arrive avec une mémoire collective. Chaque nom peut servir d'encre ou de piège. The Mandalorian and Grogu ajoute à cette conversation une variation plus modeste, mais cohérente. Personne ne choisit ce dont il hérite, mais chacun révèle quelque chose dans la manière dont il répond à cet héritage. Dean répond en transmettant sans écraser. Grogu répond en protégeant sans perdre sa douceur. Rota répond peut-être en refusant que Jabba soit la seule phrase possible de son avenir. Et Ward, de son côté, doit répondre à l'héritage de la rébellion. Là aussi, le film est plus intéressant quand on ne la réduit pas à une fonction militaire. Elle représente une victoire devenue administration. La rébellion pouvait se définir par son refus de l'Empire. La Nouvelle République doit maintenant se définir par ce qu'elle construit après ce refus. C'est beaucoup plus difficile. Détruire une tyrannie est héroïque. Gouverner après la tyrannie est ingrat, lent, rempli de compromis et beaucoup moins cinématographique en apparence. Pourtant, le film montre que cette étape est indispensable. Ward a besoin de personnes comme Dean parce que la République ne peut pas être partout. Mais elle a aussi besoin de comprendre pourquoi Dean résiste à certains ordres. Il ne s'agit pas d'un caprice de mercenaire. C'est une alarme morale. Quand quelqu'un comme Dean, qui connaît les zones grises mieux que les politiciens, refuse un arrangement, cela mérite d'être entendu. Pas toujours suivi sans discussion, mais entendu. Cette dynamique ouvre un avenir intéressant pour le personnage. Dean reste indépendant dans sa façon de se définir. Il n'aime pas appartenir trop officiellement à une structure. Son efficacité vient aussi de là, de cette liberté de mouvement, de cette capacité à disparaître là où un uniforme attirerait trop de regards. Mais après ce film, son lien avec la Nouvelle République ne peut plus être exactement le même. Ward a vu ce qu'il peut accomplir. Dean a vu que certaines missions officielles peuvent rejoindre ses propres limites morales, même si elles les mettent à l'épreuve. Il reste un homme des marges, mais les marges commencent à parler au centre.
C'est peut-être l'une des idées les plus fécondes de cette période de Star Wars. Les grandes institutions ne survivent pas seulement grâce aux héros célèbres. Elles survivent aussi grâce à des figures intermédiaires, des gens qui n'ont pas de statut, qui ne siègent pas dans les assemblées, qui ne portent pas toujours les bons papiers, mais qui prennent les risques là où l'ordre légal n'a pas encore de prise. Din Djarin est de cette espèce. Et cela explique pourquoi le film peut se permettre une conclusion moins écrasante qu'un affrontement entre destinées cosmiques. L'émotion ne vient pas d'une révélation qui réécrit toute la saga. Elle vient du sentiment qu'une petite zone de la galaxie a été sauvée de la répétition. Un enfant a grandi. Un père a accepté d'être sauvé. Un héritier Hutt a entrevu une sortie. Un officier de la Nouvelle République a reçu une vérité difficile. Un warlord a perdu l'avantage de l'ombre. Ce sont des victoires partielles. Mais dans l'univers de Din et Grogu, les victoires partielles ont toujours compté. Elles sont même la matière principale de leur histoire. Une ville défendue, un village protégé, un enfant rendu à un peuple, puis retrouvé, un credo questionné, un vaisseau perdu, une route reprise. La grande histoire de Star Wars avance parfois par ces petites réparations, comme si la galaxie ne guérissait jamais d'un seul coup, mais par endroits, grâce à ceux qui refusent de laisser une blessure s'infecter. La force émotionnelle du film vient de cette patience. Il ne cherche pas à transformer Din en mythe inaccessible. Il le garde humain derrière le métal. Il ne transforme pas Grogu en prodige trop sérieux. Il garde son mystère, son humour, ses gestes de petite créature qui mange, observe, s'attache, puis soudain fait quelque chose d'immense. Il ne rachète pas Rota en un seul mouvement héroïque. Il lui laisse la difficulté de devenir autre chose. Et il ne présente pas la Nouvelle République comme une solution parfaite. Il la montre en apprentissage, elle aussi. Tout le monde apprend. C'est peut-être la phrase cachée sous cette aventure. La galaxie apprend à vivre après l'Empire. La République apprend à protéger sans se salir au point de se trahir. Rota apprend que son nom ne doit pas forcément être une cage. Din apprend que la protection peut devenir confiance. Grogu apprend que l'amour reçu peut devenir courage donné. Et quand le film approche de sa fin, ce n'est pas seulement l'action qui doit se résoudre. C'est ce réseau de leçons qui doit trouver une dernière image. Elle doit trouver une dernière image. Pas forcément l'image la plus bruyante. Pas celle qui cherche à résumer toute la saga en un clin d'œil. Une bonne fin, pour Din Djarin et Grogu, n'a pas besoin d'écraser le spectateur avec le poids de la mythologie. Elle doit plutôt laisser une sensation très précise. La galaxie reste dangereuse, l'avenir reste ouvert, mais quelque chose entre eux est devenu plus solide. Après tout ce qu'ils viennent de traverser, le calme n'a plus la même valeur. Quand Din reprend la route, on ne le regarde plus comme au début du film. Au début, il était encore ce chasseur mandalorien devenu protecteur, un homme qui acceptait une mission, parce que la Nouvelle République avait besoin de lui, parce que les restes impériaux rôdaient, parce qu'un nom Hutt pouvait ouvrir une affaire plus grande que prévu. À la fin, il reste ce professionnel capable de fonctionner dans les marges. Mais il porte autre chose. La preuve intime qu'il n'est plus seul à tenir le lien. Grogu l'a sauvé. Cette phrase semble simple, presque évidente après les événements. Pourtant, dans la trajectoire de leur duo, elle change tout. Din a été le refuge de Grogu, son bouclier, son transporteur, son maître maladroit, son clan, son point fixe dans une galaxie qui voulait souvent utiliser l'enfant comme une clé ou une arme. Voir Grogu devenir celui qui refuse l'abandon, celui qui cherche la solution, celui qui ramène Din du bord de la mort, c'est voir la relation cesser d'être à sens unique. Il ne s'agit pas de remplacer l'adulte par l'enfant. Le film ne dit pas que Grogu est soudain prêt à avancer sans apprentissage, sans protection, sans erreur. Il reste fragile par certains côtés. Il reste traversé par une innocence que le film protège précieusement. Mais cette innocence n'est plus passive. Elle agit. Elle choisit. Elle se met en danger pour quelqu'un d'autre. C'est là que le film trouve sa beauté la plus simple. Dans beaucoup d'histoires, grandir signifie perdre la douceur. On devient fort parce qu'on se durcit, parce qu'on ferme quelque chose,
parce qu'on apprend à répondre à la violence par une violence plus efficace. Grogu suit un autre chemin. Il devient plus courageux sans devenir moins tendre. Il apprend la survie mandalorienne sans abandonner la compassion qui passe par la force. Il garde ce regard qui semble parfois trop petit pour le monde autour de lui, mais ce regard n'est plus celui d'un spectateur protégé de tout. Il a vu ce que la galaxie fait aux êtres qu'elle considère comme utiles. Il a vu Rota enfermé dans une image de champion alors qu'il était prisonnier. Il a vu Din transformé en trophée par ceux qui voulaient punir son refus. Il a vu Janu utiliser les identités comme des masques et les personnes comme des pièces. Il a vu les Twins confondre famille et propriété. Et au milieu de tout cela, Grogu a appris qu'un lien véritable ne possède pas. Il accompagne, il protège, il répond. C'est peut-être ce que Din lui transmet sans discours. Din n'est pas un grand pédagogue avec des phrases parfaites. Il enseigne par la manière dont il se tient devant un danger, par ce qu'il refuse, par la façon dont il choisit parfois la complication morale au lieu de la solution pratique. Grogu apprend en regardant. Mais la fin montre que regarder ne suffit plus. À un moment, l'enfant doit transformer l'exemple reçu en décision personnelle. Et il le fait. Ce renversement donne aussi à Din une conclusion plus émouvante que n'importe quelle victoire physique. Il a déjà gagné des combats, il a déjà survécu à des pièges. Il a déjà arraché Grogu à des forces beaucoup plus grandes que lui. Ce qui change ici, c'est qu'il accepte une forme de vulnérabilité que l'armure ne peut pas effacer. Il peut être sauvé. Il peut avoir besoin. Il peut perdre le contrôle sans perdre sa dignité. Pour un Mandalorien comme lui, c'est énorme. L'armure protège le corps, mais elle protège aussi une image de soi. Tant que Din reste celui qui encaisse, qui avance, qui parle peu, qui ne tremble presque jamais, il peut maintenir l'illusion qu'il n'a besoin de personne. Grogu a brisé cette illusion depuis longtemps, mais le film pousse la leçon plus loin. L'amour n'a pas seulement rendu Din protecteur, il l'a rendu recevable à la protection. La différence est fine, mais capitale. Protéger quelqu'un peut encore laisser l'orgueil intact. Recevoir la protection de quelqu'un, surtout d'un enfant que l'on a longtemps porté, demande d'abandonner une part de contrôle. Din ne s'effondre pas en devenant faible. Il grandit autrement. Il comprend que le clan n'est pas seulement celui pour qui l'on meurt. C'est aussi celui qui refuse de vous laisser disparaître quand vous n'avez plus la force de continuer. Cette idée résonne avec toute la tradition mandalorienne, mais elle la rend plus humaine. Car le credo, les armes, le beskar, les serments, tout cela peut devenir très froid si le lien vivant disparaît. Din et Grogu rappellent que la culture n'est pas seulement un ensemble de règles à préserver. C'est une transmission. Et une transmission n'est réussie que si elle permet à l'autre de devenir lui-même. Grogu ne devient pas une copie miniature de Din. Il devient Grogu avec une part de Din en lui, une part de la Force, une part de son passé Jedi, une part de ses propres choix, encore impossible à prévoir. C'est pour cette raison que la fin ne ferme pas trop son avenir. Elle ne donne pas l'impression d'un destin déjà parfaitement dessiné. Au contraire, elle laisse une promesse ouverte. Grogu continuera d'apprendre, mais son apprentissage ne rentrera jamais totalement dans une seule boîte. Ceux qui voudraient le classer comme Jedi seront frustrés par sa famille mandalorienne. Ceux qui voudraient le réduire à un apprenti mandalorien devront reconnaître que la Force traverse sa vie d'une manière profonde. Et ceux qui voudraient seulement le garder comme figure adorable devront admettre qu'il a maintenant une responsabilité narrative réelle. Grogu est devenu une question pour Star Wars. Pas une question compliquée au sens théorique. Une question simple et fertile. Que peut devenir un être qui hérite de deux traditions blessées, mais qui n'est pas obligé de répéter leurs erreurs? Les Jedi ont connu la perte, l'aveuglement, la rigidité. Les Mandaloriens ont connu la guerre, la dispersion, les divisions internes. Grogu arrive après ces ruines. Il ne peut pas revenir à une pureté ancienne. Il doit inventer une manière de vivre avec des morceaux. Et Din, qu'il le sache ou non, l'aide justement parce qu'il n'est pas un maître parfait. Un maître parfait aurait peut-être voulu faire de Grogu un projet. Din en fait d'abord une présence. Il le nourrit, le transporte, le protège, s'énerve parfois,
s'adoucit souvent, corrige, improvise. Leur lien a toujours eu quelque chose de très concret. Ce n'est pas une relation construite dans les grandes salles d'un temple. C'est une relation née dans les vaisseaux, les cachettes, les routes poussiéreuses, les missions mal payées, les dangers qui obligent à choisir vite. Ce concret donne au film sa chaleur. Même quand l'intrigue touche à la Nouvelle République, aux restes impériaux, aux huttes et aux réseaux criminels, le centre reste lisible. À chaque étape, la question revient sous une forme différente, qui refuse de transformer une personne en objet. Din refuse avec Grogu, puis avec Rota. Grogu refuse avec Din. Rota, à la fin, doit refuser pour lui-même. C'est ce fil qui relie tout. Rota aurait pu n'être qu'une surprise de continuité, un nom destiné à réveiller les fans de l'univers animé et de Jabba. Mais la fin lui donne une fonction plus intéressante. Il représente la possibilité imparfaite d'échapper à un rôle écrit d'avance. Il ne sort pas de l'histoire lavée, pure, réinventée comme un saint. Heureusement. Cela aurait sonné faux. Rota sort de l'histoire avec une fissure dans son destin, et parfois, une fissure suffit pour que la lumière entre. Son choix de se tourner vers la Nouvelle République, ou au moins de ne plus se laisser absorber par l'ancien pouvoir des Hutts, n'est pas seulement une décision politique. C'est une réponse à ce qu'il a vu. Il a vu Din risquer gros pour ne pas le livrer comme une propriété. Il a vu Grogu aimer sans posséder. Il a vu les Twins incarner ce que devient la famille quand elle se transforme en contrat de domination. Et il a vu Janu incarner ce que devient l'autorité quand elle n'est plus qu'un masque pour continuer à contrôler. Rota comprend peut-être que le nom de Jabba peut être un piège plus lourd qu'une chaîne visible. On peut être libre de mouvement et prisonnier d'une réputation. On peut survivre dans une arène et rester captif d'une image de force. On peut porter un nom puissant et ne pas savoir comment exister en dehors de ce que les autres attendent de ce nom. Le film ne résout pas tout cela à sa place. Il lui donne seulement la chance de commencer ailleurs. Cette retenue rend la conclusion plus crédible. La même retenue s'applique à Ward. Elle ne devient pas soudain la réponse parfaite au problème de la Nouvelle République. Elle reste une officier confrontée à une tâche presque impossible. Protéger une galaxie qui vient de sortir d'un cauchemar, mais dont beaucoup de cauchemars secondaires continuent de marcher dans l'ombre. Elle a besoin de dossiers, de témoins, de procédures, de stratégies. Din, lui rappelle que derrière chaque dossier, il y a une personne que le compromis peut broyer. Le film ne les oppose pas jusqu'à l'absurde. Il les met en tension. C'est plus intéressant, parce que la fin de l'Empire a besoin des deux formes de courage. Le courage institutionnel, lent, imparfait, nécessaire, et le courage immédiat, celui qui agit dans un couloir, une arène, une cage, une gueule de monstre, quand attendre le bon formulaire reviendrait à laisser quelqu'un mourir. The Mandalorian and Grogu ne prétend pas que l'un remplace l'autre. Il montre plutôt que la Nouvelle République risque de perdre son âme si elle n'écoute jamais ceux qui voient la violence de près. Dans cette lecture, Din reste un indépendant, mais son indépendance change de goût. Au début, être indépendant signifiait surtout ne pas appartenir, ne pas être retenu, garder une distance avec les grands systèmes. À la fin, cette indépendance ressemble moins à une fuite qu'à une position morale. Din peut travailler avec la République sans devenir son instrument aveugle. Il peut accepter des missions sans abandonner son jugement. Il peut rester un homme des marges, tout en aidant le centre à ne pas oublier ce qu'il est censé défendre. C'est une évolution fine, mais importante pour son avenir. Le film ne le transforme pas en soldat officiel. Ce serait contraire à ce qui fait respirer le personnage. Din a besoin de routes, de contrats troubles, de mondes frontaliers, de rencontres improbables. Mais maintenant, son lien avec la Nouvelle République n'est plus seulement un arrangement pratique. Il est chargé d'une histoire commune, d'une confiance prudente, d'un désaccord fertile. Ward sait qu'elle peut l'appeler. Din sait qu'il peut répondre, mais à sa manière. Et Grogu, lui, sera là. Cette simple certitude donne à la fin son élan. Pas une certitude de sécurité, bien sûr. Avec eux, la sécurité ne dure jamais longtemps. Mais une certitude de présence. Le film n'a pas besoin d'une scène supplémentaire après le générique pour dire que l'histoire continue. Le vaisseau, le regard,
le silence entre Din et Grogu suffisent. Dans Star Wars, les fins les plus efficaces ne sont pas toujours celles qui annoncent bruyamment la prochaine aventure. Ce sont celles qui donnent envie de suivre les personnages parce qu'ils ont changé sous nos yeux. Ici, ils ont changé sans perdre ce qu'on aime en eux. Din reste Din, réservé, précis, parfois rigide, toujours capable de laisser une émotion immense passer par un geste minuscule. Grogu reste Grogu, mystérieux, drôle, tendre, imprévisible, capable de transformer une scène de danger en moment de grâce. Mais leur duo n'a plus exactement le même équilibre. Le spectateur sort avec l'impression que le clan de deux vient de traverser une nouvelle étape de maturité. Le père n'est pas moins protecteur parce que l'enfant devient courageux. L'enfant n'est pas moins aimé parce qu'il apprend à sauver. Et l'aventure n'est pas moins grande parce qu'elle refuse de faire semblant que toute la galaxie est réparée. Voilà pourquoi la fin fonctionne. Elle respecte l'échelle du film. Elle sauve ce qui devait être sauvé, expose ce qui devait être exposé, punit ceux qui ont cru pouvoir posséder les autres et laisse assez de désordre pour que le monde paraisse vivant. Janu tombe, mais la méthode qu'il représente peut revenir ailleurs. Les Twins sont brisés, mais le crime organisé ne disparaît pas de la bordure. Rota choisit une autre route, mais cette route devra être tenue. Ward reçoit une victoire, mais aussi un avertissement. Din et Grogu repartent, mais avec une relation transformée. La victoire est donc réelle, sans être confortable. C'est exactement le ton qui convient à cette période de Star Wars. Après les grands feux de la guerre civile galactique, l'univers n'est pas entré dans une paix simple. Il vit une reconstruction nerveuse. Les héros célèbres existent, mais loin d'eux, dans les couloirs moins mythiques, d'autres figures empêchent la nuit de reprendre trop vite. Din et Grogu appartiennent à ces figures-là. Ils ne réparent pas la galaxie entière. Ils empêchent une injustice de devenir normale. Et parfois, empêcher l'injustice de devenir normale est déjà une forme d'héroïsme. Le dernier goût du film vient de là, un mélange de fatigue et d'espérance. La fatigue d'une galaxie qui a trop longtemps laissé les puissants nommer les choses à leur avantage. Prisonnier devient combattant. Propriété devient famille. Tyran devient commandant. Compromis devient stratégie. Mais face à ces mots déformés, Din et Grogu imposent un langage plus simple. Un enfant est un enfant. Un prisonnier doit être libéré. Un mensonge doit être montré. Un lien doit être honoré. Cette simplicité n'est pas naïve. Elle est conquise. Din ne croit pas que le monde est propre. Grogu ne grandit pas dans un conte sans violence. Rota ne sort pas d'un passé facile. Ward ne sert pas une république déjà parfaite. Chacun sait, à sa manière, que la galaxie résiste au bien. Mais le film refuse le cynisme. Il refuse cette idée paresseuse selon laquelle, parce que tout est compliqué, rien ne mérite d'être sauvé proprement. Au contraire, plus tout est compliqué, plus un choix clair compte. Din a choisi de ne pas livrer Grogu. Des années plus tard, il choisit de ne pas réduire Rota à son nom. Grogu, à son tour, choisit de ne pas abandonner Din quand la peur pourrait le paralyser. Ces choix ne sont pas identiques, mais ils se répondent. Ils forment une petite chaîne de transmission. Quelqu'un vous sauve, puis un jour vous sauvez quelqu'un, puis quelqu'un d'autre voit ce geste et comprend qu'une autre réponse est possible. C'est ainsi que le film se déplie vraiment. Pas seulement comme une mission de plus. Pas seulement comme un retour attendu au cinéma. Pas seulement comme l'association d'un personnage adoré et d'une créature devenue icône culturelle. Il se déplie comme une histoire de transmission dans un monde où les héritages sont dangereux. L'Empire laisse un héritage. Jabba laisse un héritage. Les Mandaloriens laissent un héritage. Les Jedi laissent un héritage. La Rébellion laisse un héritage. Mais aucun héritage ne suffit à définir entièrement ce que les vivants feront ensuite. La fin de The Mandalorian and Grogu repose sur cette liberté fragile. Din Djarin repart avec Grogu, et l'image pourrait sembler familière. Un vaisseau. Une route. Deux silhouettes que l'on connaît. Mais la familiarité cache une transformation. Grogu n'est plus seulement celui que Din emporte vers la prochaine mission. Il est celui qui, désormais, peut ramener Din quand le chemin se ferme. Din n'est plus seulement le protecteur qui refuse de lâcher son enfant.
il est le père qui commence à accepter que l'enfant le protège aussi. Dans la galaxie Star Wars, les légendes naissent souvent avec des noms immenses. Ici, la légende reste plus basse, plus proche, presque tenue dans le silence d'un casque et le regard d'un petit apprenti. Elle ne demande pas au spectateur de croire que tout ira bien. Elle demande seulement de croire que, tant que ces deux-là continueront d'avancer ensemble, certaines cages ne resteront pas fermées, certains mensonges ne resteront pas cachés, et certains êtres que l'on croyait trop petits pour changer le destin trouveront encore le moyen de tendre la main. C'est une fin douce, mais pas molle. Une fin ouverte, mais pas vide. Une fin qui comprend que l'aventure peut repartir demain, tout en donnant à celle-ci son propre poids. La galaxie n'est pas guérie. Mais quelque part, un Mandalorien respire encore grâce à Grogu. Un enfant a prouvé que l'amour reçu peut devenir courage rendu. Et dans ce petit déplacement, presque silencieux, tout le film trouve son sens.